Donc je vais vous présenter quelques développements agricoles qu'on a fait dans notre petite région du Périgord noir, avec très rapidement, c'est la géologie qui est toujours à la base des problématiques de l'eau, souvent, hein. Donc des coteaux fissurés sur les coteaux, et une plaine aux alluvions filtrantes, donc des problématiques d'infiltration, de pollution de l'eau éventuellement, avec des élevages dessus, des élevages hors sol, surtout sur les coteaux, de l'agriculture dans la vallée, et de la noyerée un peu partout. On avait une zone vulnérable, on est sorti en 2012, de 1995 à 2012, et on a surenchéri là-dessus avec un plan d'action territoriale. Je suis un peu ici à ce titre, j'étais animateur d'un plan d'action territoriale, qui est une manip de l'agence de l'eau très intéressante au niveau national, qui avait pour but de baisser la teneur en nitrate dans la nappe alluviale de la Dordogne. Je vous ai donné une image de la Dordogne en crue. C'est un magnifique fleuve, mais qui retrouve son cours, heureusement, de temps en temps. Diminuer l'impact des phytosanitaires, protéger et restaurer les zones humides. Voilà l'objectif qu'on avait fixé, qu'on s'était fixé, et je souligne que cet objectif-là avait pour thème central la qualité de l'eau dépend de la qualité des sols. Je pense que c'est un des rares PAT en France où on n'est pas parti sur des mesures unitaires, mais sur une mesure globale, à savoir si on travaille sur le sol, on travaille aussi sur l'eau. Et on était assez content de ça. Donc retrouver des sols performants, puisque lorsqu'un sol fonctionne bien, il filtre, hein, et rechercher une réponse globale et non pas sectorielle. Et pour être conseiller agricole depuis un certain temps, je pense que ce qui intéresse surtout les agriculteurs, c'est les résultats au bout et ce n'est pas des actions unitaires par-ci par-là. Donc ces actions-là, on a voulu les placer dans la problématique future, actuelle et future de l'agriculture, qu'a très bien présenté Conrad tout à l'heure, un ensemble de choses qui concernent l'agriculture, l'économie, le social, l'agronomique et l'environnemental. Si on ne prend pas ces quatre choses ensemble, eh bien il manque beaucoup de roues à la charrette et au bout du compte, on s'arrête à un certain moment parce que l'agriculteur n'y retrouve pas son compte. Il faut retrouver son compte dans l'économie, maintenir les rendements, c'est une nécessité, voire les augmenter, diminuer l'utilisation des intrants parce qu'en premier lieu ça coûte très cher, sécuriser les revenus c'est indispensable. On a montré tout à l'heure la variation des prix, le yo-yo des prix agricoles, et ça il faut savoir que c'est une donnée extrêmement prégnante pour les agriculteurs. 250 € le maïs l'an dernier, 150 cette année. J'ai des agriculteurs qui ont perdu 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Il n'y a aucune profession, je pense, qui a ces écarts aussi importants. Les impacts sociaux, comme disait Conrad, plus on augmente les surfaces, moins on a de temps. Si on reste dans des manières conventionnelles de travailler le sol, on ne s'en sortira. Évidemment, l'agronomie, c'est de l'économie pour nous. Et environnemental, stocker le carbone, protéger les ressources. On a présenté ça aux agriculteurs, on va voir comment, avec les principes, que je ne vais pas redévelopper évidemment, puisqu'ils ont été, nourrir le sol pour nourrir la plante. Ça passe très bien auprès des agriculteurs en accroissant l'activité biologique. Travail minimum du sol, association d'espèces végétales, introduction des légumineuses, rotation, utilisation de l'environnement dans la parcelle. Je pense que ce dernier point est aussi très intéressant par rapport à l'agroforesterie. On ne peut rien faire dans l'agriculture si on ne s'entoure pas d'un réseau d'agriculteurs. On a la chance dans le Périgord noir d'avoir historiquement des réseaux qui fonctionnent et on les a mobilisés autour de cet enjeu-là de l'agroécologie avec ces paramètres que j'ai donnés au départ et on s'est aperçu que ça marchait. Si vous voulez, dans l'agriculture, on a de plus en plus de mal à réunir les agriculteurs sur des thèmes parce que les thèmes de plus en plus c'est la réglementation, c'est les contraintes, c'est les machins, c'est les choses. Et le seul thème qui les mobilise actuellement, c'est le bio et c'est l'agroécologie. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant pour l'avenir. On réunit des agriculteurs autour de ces thèmes-là. On ne part pas sur ces techniques-là si on n'a pas une assurance que les risques seront maîtrisés. Il faut savoir maîtriser les risques. Et donc, la donnée principale, c'est se former, se sensibiliser, aller chez les uns et chez les autres, et le faire, si possible, avec des intervenants qui ont de la stature. C'est ces messages-là qui, reliés, vont peut-être petit à petit essaimer dans le milieu agricole et si possible communiquer au travers d'une fosse en regardant la vie des sols. Moi j'ai jamais vu des agriculteurs aussi intéressés que quand on leur faisait un profil de sol et même sans, moi j'ai démarré les profils de sol il y a 4 ou 5 ans, j'y connaissais absolument rien, il faut s'y mettre dedans et puis vous parlez, vous racontez des choses, en essayant d'être le plus concret possible, retrouver des sols performants, passer de sol horizontal à sol vertical. Et comme disait M. Boucher, 16 cm, 160 mm, je l'ai retenu, d'eau, qui arrive à s'écouler à 1 heure. Pour un agriculteur, c'est extraordinaire. Et moi, par contre, je l'ai vu. Une canalisation qui pète en plein champ. Les mecs qui viennent en champ
agriculture de conservation depuis 10 ans. Les gars qui viennent de la réparer, ils disent mais ça coule pas sur la route, non, parce que c'est 1 mètre plus loin, elle s'est infiltrée grâce aux galeries de vers de terre. Ça, c'est des exemples qui portent. Alors, les éléments mobilisateurs, et là je fais du développement, sur lesquels on a travaillé, c'est en premier lieu les couverts végétaux, les légumineuses, la matière organique et les ingénieurs du système. J'ai osé le schéma de Sonner qui montre que le travail d'un anécycle, quand il n'est pas perturbé, qui va chercher à la surface, qui redescend, qui fonctionne à vide lorsqu'il est embêté, qu'on a labouré, qu'on a détruit sa galerie, qui fonctionne à vide et pour le bien de pas grand monde. Donc vous voyez, ça c'est des images sur lesquelles on peut vraiment parler. Ce sur quoi il faut insister auprès des agriculteurs par rapport aux couverts végétaux, c'est l'économie, c'est le recyclage. Recyclage des éléments, azote, phosphore, potasse, calcium, dans un couvert de radis moutarde facili, 5 tonnes en 2 mois et demi. C'est la moitié de ce que fait un maïs en silage en 4 ou 5 mois. Ça part. Et 140 kg d'azote récupéré, 240 de potasse récupéré. Et la deuxième chose, c'est la courbe de la minéralisation. Première courbe, c'est pour les cultures. Deuxième, c'est pour les couverts végétaux. Donc on insiste vraiment sur l'intérêt qu'il y a à installer un couvert végétaux pour capter toute cette matière organique qui est libre à la fin de l'été, au début de l'automne. On entre des couverts dans les itinéraires, des itinéraires les plus longs aux itinéraires les plus courts, y compris entre 2 céréales, et des couverts toujours en mélange. Ça, c'est la règle de base, toujours en mélange, association de plantes, interaction positive. Et on sème, on peut semer dans un couvert de moutarde. On a eu la chance d'avoir des financements conséquents du Conseil régional d'Aquitaine qui nous ont permis d'acquérir pour 100 000 € de matériel, du TCS, du semi-direct, etc., qu'on a mis à disposition de Cuma. C'est aussi, il faut le dire, un réseau, grâce au Cuma, qui fonctionne bien. Découvert même entre 2 maïs, faible rôle, ou du trèfle blanc en haut, du trèfle blanc semé sur un maïs au stade 6 feuilles, et qui va être là quand le maïs sera récolté, et des métairies riches en légumineuses. Toutes choses qui sont très favorables à l'agriculture grâce au couvert. Les vers de terre, on insiste énormément là-dessus, et c'est vrai que chaque fois qu'on va dans un champ, dans une parcelle, eh bien on regarde la porosité des sols, on fait des comptages de vers de terre avec de la moutarde et plus avec du formol, parce qu'on ne peut plus. Mais moi je préfère la bêche, c'est beaucoup plus simple, ça prend moins de temps et on va très vite. Voilà, les vers de terre et la porosité, on commente ce type de schéma qui est de Jean-Pierre Sartou de l'ENSA de Toulouse, où l'on voit la porosité des sols beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus pérenne quand elle est biologique que quand elle est mécanique. Et le schéma du haut, ben on le voit quand vous voyez les tracteurs enfoncés dans la terre, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est l'image c'est la traduction de ce schéma du haut. Les vers de terre en fertilité, donc là je suis très content d'avoir appris une chose, c'est que même sur des terres riches en vers de terre et où on ne trouve pas d'anécique, et c'est mon cas, moi j'ai des argilo-calcaires où j'ai très peu de turricules en surface, et pourtant quand je creuse il y a des vers de terre, c'est qu'ils ne sont pas venus les déposer. Ça je l'ai appris aujourd'hui. Et donc voilà, toute la richesse d'un agrégat de vers de terre avec les bactéries qui sont à l'intérieur, donc a expliqué monsieur Boucher. Démarrer par les cultures d'hiver, ça c'est la leçon de Conrad, hein. Toujours démarrer par les cultures d'hiver sur ces techniques-là, parce qu'on va vers l'humide, c'est moins compliqué, on est sur des céréales, c'est moins compliqué. Donc là on est parti sur des couverts, sur du semis de blé dans des moutardes, sur du TCS, du semi-direct dans des moutardes également, des couverts de mélange, et ça marche bien. Passer aux cultures de printemps ensuite, si le sol est bien structuré, donc pour vertical. Donc on a des essais de maïs en strictile, des maïs en semi-direct dans de la févrole. Même rendement qu'en conventionnel, sauf qu'il y a deux tours d'eau en moins, ça commence à compter. Moins d'azote et moins de carburant. Donc là, le résultat économique, il est sûr, il est beaucoup plus intéressant qu'un conventionnel. Et on observe depuis 2008, donc on est dans ces systèmes-là, dans des sols sablo-limoneux qui sont des sols très, très légers. Hein. Eh bien, vous voyez des structures qui commencent à être très intéressantes, hein, avec des grumeaux, avec des galeries, etc. Donc là, on est sur des plaines de Dordogne très, très sableuses. Et pourtant, on a ces structures de modes qui sont intéressantes. Des légumineuses à toutes les étapes, je vous l'ai dit. Les légumineuses, on a 80 000 tonnes de croix d'azote au-dessus de la tête sur un hectare. Pourquoi s'en passer?
eh bien, grâce aux légumineuses, on peut la faire rentrer dans les sols. Donc, on teste un ensemble de mélanges, trèfle, orge gras, toujours dans le riz gras, parce que le riz gras, c'est une plante vraiment intéressante, mais on peut y ajouter du trèfle. Des sursemis de bétail dans l'userne, ça c'est la leçon de Conrad. Production de féveroles pour couvert végétaux. On commence à avoir, depuis cette année, des agriculteurs qui se sont spécialisés, enfin pas spécialisés, mais qui ont mis 1 hectare ou 2 à disposition d'autres collègues pour produire des graines de couvert et entre autres de la féverole. Une technique qui est aussi très intéressante, et là on sort un peu du cadre des sols, mais on rentre dans les phytosanitaires, c'est, bon, pour la majorité des agriculteurs qui ne sont pas en bio, hein, il faut quand même le dire, qui font du maïs par exemple, réduire de 2/3 la dose d'herbicide sur maïs. Et c'est possible, grâce à ce faible investissement d'herbicide, c'est-à-dire qu'on ne va désherber que le rang de maïs avec un équipement qui est très simple à faire, hein, et on désherbe en même temps qu'on sème. 1 000 € d'investissement, 2/3 de dose d'herbicide en moins, vous économisez 50 € à l'hectare. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment sur lesquelles il faut vraiment insister parce que ça impacte sur la qualité de l'eau, bien sûr, mais aussi sur l'économie. Donc ça, c'est des techniques qui sont vraiment à disposition de l'agriculteur très rapidement. Intensifier la production d'herbes, on dit qu'on globalise un peu toutes les problématiques, et nous on a beaucoup de prairies, on les valorise mal parce qu'elles sont extensifiées, et on dit qu'il faut intensifier la production d'herbes, et là on est sur des schémas d'intensification de pâturage dynamique, grâce à l'expérience d'un producteur de moutons du Lot, M. Delpech, qui est allé chercher la technique en Nouvelle-Zélande, qui elle-même l'avait reçue d'un agronome français qui s'appelle André Voisin, qui leur avait appris la croissance de l'herbe. Vous connaissez la productivité de l'herbe, qui est un ouvrage célèbre. Donc, chez cet éleveur de moutons de Sarlat, 300 brebis sur 50 hectares, 800 brebis actuellement sur les mêmes 50 hectares, parce qu'il a su gérer son herbe, c'est-à-dire qu'il les met en pâturage dès le mois de mars, il reste 3 jours dans la même parcelle, il fait tourner. Cette parcelle, elle sera consommée 4, 5, 6 fois dans l'année, alors qu'auparavant, elle était uniquement fanée et se retrouvait en foin, donc on perdait énormément de photosynthèse, c'est tout simple. Et pourtant, les agriculteurs vous disent, ça je sais que ça marche, mais pourtant je ne l'ai pas en œuvre. Et là où il faut travailler maintenant, c'est sur les changements dans les mentalités, c'est sur le changement. Parce que les techniques, on commence à les avoir, je pense qu'on les a, et donc c'est sur le changement qu'il faut qu'on travaille. On teste aussi le chanvre sur une très petite surface, parce que c'est une culture très intéressante. C'est très intéressant déjà agronomiquement, c'est vraiment une plante qui est un super précédent céréal, qui se fait sans produits phyto, presque sans engrais. Ça c'est un chanvre qui a été fertilisé avec du fumier bovin. Donc on va faire de 10 ou 12 tonnes. Et surtout l'avenir du chanvre, c'est au-delà de l'isolation des éléments, de ce qu'on le présente comme étant un matériau pour faire de l'isolation, c'est aussi quelque chose qui peut rentrer dans tout ce qui est la filière textile, et c'est certainement une des filières aussi sûres, voire plus que l'isolation. Tous ces systèmes qu'on a mis en œuvre depuis 4 ou 5 ans chez nous ont été, disons un peu, reconnus, et on a présenté un CASDAR qu'on a appelé Collectif pour l'agroécologie en Périgord, sur 6 groupes dans tout le Périgord, autour des problématiques d'autonomie fourragère et de conservation des sols, où on va essayer d'avoir un maximum de références chez les uns et chez les autres, pour les diffuser chez les uns et chez les autres, où on va travailler en réseau pour, ce que je vous disais, accompagner le changement de mentalité des agriculteurs qui ont besoin, encore une fois, d'être sécurisés et de limiter les risques au maximum. Si on sait limiter les risques au maximum dans ces pratiques-là, je pense que ça ira. Déjà, je pense qu'on a franchi un pas, mais ça ira encore plus vite. Voilà, je vous remercie. C'était